Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée, merci d'être avec nous. C'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un ministre, Thierry Braillard, qui est secrétaire d'État au sport. On lui demandera tout à l'heure s'il se voit encore là dans quelques jours. Et pour l'interviewer ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio, bonjour, et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour à tous. Michael. Alors, Thierry Braillard, le remaniement est dans toutes les têtes et dans toute la presse ce matin. Comme secrétaire d'État au sport, vous avez des échéances importantes, qui arrivent vite d'ailleurs. L'Euro, bien sûr, la Coupe Davis, les Jeux de Rio. Avez-vous des assurances ou des indications? Allez-vous rester, Thierry Braillard? Je crois que j'ai oublié de quelque chose en venant ici. C'est que j'aurais dû venir avec une boule de cristal. Et puis j'aurais pu devant vous regarder et vous répondre. Non, plus sérieusement, c'est une décision qui appartient au président de la République, au Premier ministre. Il y a des membres du gouvernement, enfin un membre pour l'instant, Sylvia Pinel, qui est en voie de quitter le gouvernement par rapport à son élection à la première vice-présidence de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Cela peut amener quelques changements. Je n'en sais pas plus. Et vous savez, si on commence à s'y intéresser, on ne fait plus notre travail. Et on est quand même là pour faire notre travail. On a peur de la parité quand on est ministre ou pas Au contraire, on la soutient et on l'assume. Christophe Bordet. Alors, une question, parce que puisqu'on parle du remaniement, peut-être c'est intéressant d'y rester un petit peu. Aujourd'hui, Sylvia Pinel va donc quitter le gouvernement, enfin dans les jours qui viennent. Vous n'allez pas vous sentir un petit peu seul? Est-ce qu'il faut par exemple que les radicaux de gauche auxquels vous appartenez soient quand même représentés en nombre dans l'équipe qui sera formée pour les mois qui viennent avant 2017? Alors vous savez déjà qu'il y a aussi Annick Girardin qui s'occupe de la coopération, du développement et de la francophonie. Ça reste peu quand même. Qui est au gouvernement, mais c'est vrai que les radicaux de gauche ont toute leur place dans ce gouvernement. On est quand même la seule formation politique avec le Parti socialiste à l'avoir soutenu depuis le début. Je sais que les socialistes nous en sont gré. Les radicaux ont cette image de partenaires loyaux, de partenaires fidèles. Voilà, reste au gouvernement, enfin rentre dans le gouvernement. Je trouverais légitime que Jean-Michel Baillet puisse entrer au gouvernement. Je pense que dans une équipe, il faut des jeunes pousses, comme on dit, et il faut aussi des gens d'expérience. Et je crois qu'on peut compter sur Jean-Michel Baillet et son expérience. On va reparler de politique. Mais là encore, c'est pas moi qui décide, qu'on soit bien d'accord. On l'avait bien compris. On va reparler de politique dans un instant, mais avant, il y a l'actualité. L'actualité ce matin, c'est la CGT qui a décidé de manifester un peu partout en France, qui a décidé de bloquer un TER, un RER sur deux sur la ligne A et B pour protester contre l'emprisonnement de 8 salariés de Goodyear qui avaient séquestré leur patron. Est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu, j'ai envie de dire, limite de prendre en otage les Français de la sorte ce matin? C'est des sujets extrêmement délicats. Oui. Il se trouve que dans une autre vie, j'étais avocat en droit social. Donc c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Et on peut comprendre le combat des salariés de Goodyear sur le fond. Oui. Sur le fond, par rapport à une société pouvant dégager des bénéfices et dans le même temps faisant des licenciements pour motifs économiques. On peut comprendre sur le fond leur désarroi, voire même leur dégoût. On ne peut pas, par contre, tolérer qu'en guise de réponse, ils séquestrent des dirigeants de Goodyear France, qui, quelque part, ne font qu'appliquer des décisions qui se passent au-dessus d'eux. Une séquestration, c'est quand même un acte grave qui est sanctionné pénalement. Et donc je crois qu'il faut... La justice a rendu son verdict et aujourd'hui la France est bloquée, ou en partie bloquée. Il faut raison garder, mais on peut comprendre le désarroi de la CGT, même si, je vous le dis, sur le fond, on ne peut accepter qu'en guise de réponse, ça soit des séquestrations ou ce genre de violence. C'est pas par la violence ou la séquestration qu'on résout le problème. Il y a des instances judiciaires dans notre pays, il y a notamment le Conseil de prud'homme, qui est là pour statuer s'il estime que le motif économique des licenciements, par exemple, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Thierry Braillard, j'en viens à vos domaines, l'euro notamment. C'était un peu le mien avant. Oui, avant, maintenant, mais actuel. Donc dans l'actualité, cet état d'urgence, l'état d'urgence devrait prendre fin mai, logiquement, si on a bien calculé. Soit quelques semaines, quelques jours même, avant le début de l'Euro de football, qui est prévu en France, bien entendu. Il y a des milliers de supporters qui vont venir. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu étendre cet état d'urgence pendant cette compétition pour garantir, vu le contexte terroriste, pour garantir une forme de grande sécurité autour de cet événement? Je pense qu'il faut faire attention aux amalgames. L'état d'urgence
autorise, notamment sur des interventions policières, des choses qu'il ne pourrait pas faire autrement sans recours à autorisation de magistrats. Il y a un contrôle aux frontières qui est aussi il y a un contrôle important. aux frontières, mais qui sera aussi important. La question n'est pas aujourd'hui de se dire est-ce qu'on doit prolonger l'état d'urgence. Je crois que c'est une affaire aussi de circonstances qui pourront amener le Parlement, sur proposition du gouvernement, à étendre ou pas la durée de cet état d'urgence. Et donc, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécifique autour de l'Euro de football? Il y aura depuis le début quelque chose de spécifique, puisque depuis des années, nous avons décidé que la sécurité serait le point le plus important de l'organisation de l'Euro. Depuis des années, même malheureusement, avant les événements que nous avons... changé, vous êtes d'accord, les conditions de sécurité nous ont avons changé. travaillé depuis des années sur le risque terroriste. C'est-à-dire que la France a l'habitude d'organiser des grandes manifestations sportives. C'est pas la première fois. Il y en a même une qui est organisée chaque année, qui s'appelle le Tour de France, qui accueille au bord des routes des millions de spectateurs. On a l'habitude d'organiser la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, de toutes ces compétitions. Donc comprenez bien que quand on a travaillé sur l'organisation de l'Euro, sur l'organisation de l'accueil des supporters, notamment dans ce qu'on appelle les fan zones, quand on a travaillé sur l'accueil des équipes, il y aura 24 sites qui vont accueillir les équipes pendant la compétition, tout cela a été travaillé en accord avec le comité d'organisation, le préfet Jacques Lambert, qui a été celui qui a organisé la Coupe du Monde 1998 de football en France et qui s'est passé merveilleusement bien. Bernard Cazeneuve, mon collègue ministre de l'Intérieur, a pris lui-même la présidence d'un comité de pilotage sur la sécurité de l'Euro. Un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a combien 100 000 hommes qui sont dispersés dans tout le pays pour assurer la sécurité pendant cette période de l'état d'urgence. Est-ce qu'on peut se dire que pendant l'Euro, il en faudra plus ? Mais ça aussi a été travaillé. Donc oui, donc ça sera oui. Non, mais c'est... Vous laissez travailler, mais on ne sait pas. Laissez-moi répondre, parce que si vous me dites que je dis oui alors que je ne vous ai pas répondu, on ne va pas y arriver. Il y a une nouvelle circulaire qui est en préparation. La question se pose au niveau des fan zones, c'est-à-dire des endroits fermés où on doit accueillir des supporters qui ne vont pas se rendre au stade, mais qui vont vouloir voir le match dans des conditions écran géant, place centrale d'une grande ville. Donc là, pour renforcer la sécurité, il y a eu des appels d'offres pour les entreprises de sécurité privées qui viendront renforcer les effectifs de police sur cette sécurité. C'est, j'allais dire, au vu au su de tout le monde, je vous apprends rien ce matin. Alors Thierry Braillard, puisqu'on parle un peu de sécurité, samedi c'est le début du tournoi des Nations, premier match France-Italie, à vivre évidemment en intégralité sur Sud Radio avec Daniel Herrero, j'en profite pour faire un peu de pub en passant. Match au Stade de France, le Stade de France parmi les cibles des terroristes, on s'en souvient malheureusement, le 13 novembre dernier. Pour samedi, très concrètement, quelles mesures de sécurité ont été prises autour du Stade de France ? Le 13 novembre, la sécurité au Stade de France a merveilleusement bien fonctionné, heureusement d'ailleurs. Ça n'a pas empêché que des gens se fassent exploser, que des gens soient blessés. Est-ce qu'il y a eu un mort ? Il y a eu un mort à l'extérieur du stade, heureusement. Et si la sécurité n'avait pas bien fonctionné, je pense qu'il y aurait pu avoir des choses bien plus graves. Ça aurait été bien pire, oui. Donc la sécurité a très bien fonctionné. On a tiré le bilan avec Bernard Cazeneuve, Patrick Caner, de tout cet épisode, j'allais dire tristement et dramatiquement malheureux pour notre pays. Et on en a conclu que la sécurité dans tous les stades était, j'allais dire, très bien organisée, avec une vidéosurveillance à l'intérieur, des palpations à l'entrée, des contrôles très, très stricts des billets. Et le ministre de l'Intérieur a estimé et a décidé qu'il y avait peut-être quelque chose qu'il fallait parfaire, c'est que dans quelques stades, il n'y avait pas de vidéosurveillance pour filmer l'arrivée des supporters. Donc voilà ce que une des mesures qui va être prise. Tracer. On va tracer les supporters les plus violents. Une vidéosurveillance pour prendre l'arrivée, qui existe par exemple à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, parce qu'il se trouve que j'ai visité tous les stades pour m'enquérir aussi des conditions de sécurité, et je peux vous dire que tous les stades qui vont accueillir l'Euro sont dans une sécurité optimale. Donc, pour répondre plus précisément au match France-Italie, bien sûr que je souhaite que toutes les personnes qui vont venir au stade se sentent en totale sécurité, même si
le risque terroriste existe toujours et que le Premier ministre est le premier à Il n'y a pas de rappeler risque zéro. nos concitoyens que la menace est là et que notre pays est en guerre larvée contre les djihadistes et le terrorisme. Vous avez parlé de Saint-Etienne et du stade de Geoffroy Guichard. Qu'est-ce que vous avez pensé des banderoles qui ont été déployées dans le stade dimanche dernier contre le Paris Saint-Germain et contre le Qatar? Le parc est devenu un cimetière. Vous n'emporterez pas votre argent au paradis, disait cette banderole. Un stade n'est pas fait pour accueillir des messages politiques, quels qu'ils soient. C'est un lieu de neutralité. Vous savez, on parle beaucoup de laïcité. Ben voilà un exemple de un lieu de neutralité. Un Vous stade, condamnez ces banderoles. Je condamne ces banderoles. Peut-il y avoir des sanctions? Ça, je ne sais pas, c'est pas moi à en décider. Je sais que la Ligue s'est déjà saisie de ce dossier, mais un stade n'est pas fait pour avoir des messages politiques. On passe à la Coupe Davis en Guadeloupe. Est-ce qu'on l'a fait pour faire plaisir à Yannick Noah? Au fond, Gaël, mon fils, a dit qu'il n'avait pas envie d'aller jouer là-bas. Vous l'avez recadré, j'ai assisté à vos vœux, vous avez été très précis là-dessus. On en est où de ce dossier? Déjà, Gaël, mon fils, depuis, s'est exprimé pour dire qu'il avait beaucoup de plaisir et qu'il aurait beaucoup de plaisir. Suite à votre recadrage? Ah non, je pense que simplement, il a peut-être eu une expression un peu rapide et qu'avec la réflexion, lui-même, je crois, sera le premier heureux à venir en Guadeloupe faire ce premier tour de la Coupe Davis contre le Canada. Et c'est pas pour faire plaisir à Yannick Noah, c'est pour faire plaisir aussi à tous nos compatriotes ultramarins qui vont être très heureux d'accueillir une manifestation d'ampleur comme la Coupe Davis. Même avec Zika? Même avec Zika, à ce jour, les Jeux Olympiques et Paralympiques à Rio ne font pas l'objet d'une annulation. Il va falloir s'adapter, vivre avec Zika, mais être, j'allais dire, très sourcilleux sur les recommandations qui seront faites. Et là encore, je pense que la France, par la voix de Marisol Touraine, a été très claire sur Zika pour dire, notamment aux femmes enceintes, de ne pas se rendre dans des endroits où Zika prospère actuellement. Thierry Braillard, encore une question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et au texte de loi qui est en préparation, qui sera d'ailleurs devant l'Assemblée cet après-midi, sur le hooliganisme dans les stades. Les supporters de Saint-Etienne, dont on parlait tout à l'heure, encore eux décidément, dimanche dernier, ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « C'est l'arrivée de la dictature », jeu de mots évidemment, avec le nom de l'auteur du projet de loi, Guillaume Larrivé, projet de loi donc pour endiguer le hooliganisme dans les stades. Alors moi je suis très étonné, alors, je ne vais pas tous les jours au stade certes, mais je ne vois pas beaucoup de hooligans dans les stades régulièrement. Il y a un vrai problème avec ça, réellement, aujourd'hui. Il y en a un, mais limiter la question des supporters au hooliganisme, ça serait obligatoirement amener à des amalgames qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je crois beaucoup au travail parlementaire, à l'Assemblée et au Sénat, et que déjà à l'Assemblée, il va y avoir un rééquilibrage important de ce texte cet après-midi. C'est-à-dire c'est au vu des amendements qui ont été déposés, c'est-à-dire que déjà la proposition de loi va changer de titre et va changer sur le fond. C'est-à-dire qu'on va garder les dispositions qui ont été modifiées d'ailleurs en commission de Guillaume Larrivé, qui veut renforcer en vue de l'euro les sanctions contre toute personne qui aurait un comportement tendant au hooliganisme. Mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, il faut profiter de l'occasion qu'on parle des supporters pour se dire que ce soit les supporters, que ce soit les ultras, parce que les ultras, ce ne sont pas des hooligans. Les ultras sont simplement des supporters qui se permettent de critiquer. Mais les ultras sont très en colère, ils disent on va être fichés. Alors, non, parce que je vous dis, il y a une stigmatisation, il y a une confusion sur le terme. Un ultra n'est pas quelqu'un qui casse. Un ultra est quelqu'un qui peut se permettre de critiquer son équipe. Alors qu'un vrai supporter, même si on perd 6-0, il dira vous avez bien joué. Et donc, nous allons profiter de l'occasion pour organiser le supporterisme et le dialogue qui n'existe pas pour tous les clubs, avec tous les supporters. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il va y avoir des articles qui vont être votés, qui vont essayer de créer les conditions d'un dialogue que j'espère fécond au niveau de chaque club, et ensuite qui se retrouvera au niveau national. Donc on aura une proposition de loi qui, à terme, avec l'accord d'ailleurs de Guillaume Larrivé, va être totalement équilibrée, c'est-à-dire qu'on fera une organisation préventive
avec les supporters. Quand je dis préventif, c'est-à-dire qu'il va falloir créer les conditions du dialogue. Il faut dialoguer avec tous les supporters pour que les choses se passent mieux. Moi, je suis malade quand je vois chaque week-end, et à juste titre, des supporters interdits de déplacement. C'est pas ça le foot. Le foot, c'est une fête, c'est pas la guerre. Donc il va falloir qu'avec le dialogue, on arrive à changer ces mentalités. Il y a un autre texte qui arrive à partir de demain à l'Assemblée nationale, c'est le texte sur la révision constitutionnelle, et notamment ce texte sur l'article 2 sur la déchéance de nationalité. Binationalité ou pas, on ne comprend plus rien. Quelle est votre position, vous ? Alors, je pense que c'est vrai que si on continue à le présenter comme ça, nos compatriotes ne vont plus rien y comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, mais là encore, si on avait dit c'est comme ça et c'est pas autrement, on nous aurait accusé de nier l'importance du Parlement. Et si je suis aujourd'hui dans une chaîne de Public Sénat, c'est pas pour rien. Donc, qu'est-ce que le président de la République a dit au Congrès ? Il a dit qu'il souhaitait que les actes de terrorisme soient sanctionnés, entre autres, par la déchéance de nationalité. Ce sont les propos du président. Après toutes ces discussions, on en arrive à quoi ? On en arrive que le juge, ce qui est preuve d'ailleurs en termes de liberté publique d'une objectivité, le juge pourra, à titre accessoire, condamner quelqu'un dont l'acte sera un acte lié au terrorisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le vol de cagettes de pommes. C'est-à-dire que c'est un acte avec une définition très précise. Pourra donc, à titre accessoire, condamner quelqu'un à la déchéance de nationalité. Et cette déchéance de nationalité, cette condamnation pourra être faite pour quiconque aura attaqué son pays. Mais vous vous rendez compte, le débat depuis 2 mois, on en est donc à pas que les binationaux. Mais non, si vous avez bien compris, pas que les binationaux. Et pour éviter qu'on crée de l'apatridie, on va ratifier la Convention des Nations Unies de 61, ce qui veut dire qu'il pourra, à titre exceptionnel, y en avoir un, mais s'il répond, j'allais dire, à la définition de la condamnation et de l'attaque contre la France. C'est clair ? C'est clair, vous l'avez dit. J'espère l'avoir été, mais en tout cas, pour moi, c'est clair. Peine accessoire prononcée par un juge lorsqu'il y a un acte de terrorisme. Merci Thierry Braillard. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État au sport, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info à la veille, dit-on, d'un remaniement important ministériel. Merci à vous. On passe à l'analyse de l'actualité et de vos propos avec des éditorialistes dans un instant. Voilà, et aujourd'hui j'accueille Jérôme Cordelier, rédacteur en chef adjoint des éditions régionales et locales du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril. Et notre partenaire Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. Bonjour et bienvenue dans cette matinale d'info. Bonjour Cyril. Qui est retransmise donc sur TV5 Monde tous les week-ends sur les 9 antennes de cette chaîne internationale. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Alors on démarre par une forme de débrief de ce qu'a dit Thierry Braillard, qui est donc secrétaire d'État au sport. Sur le sport et la sécurité, puisque un certain nombre d'échéances arrivent, le tournoi Destination, l'Euro 2016, etc. Bon, la sécurité, le point le plus important de l'Euro, a-t-il dit, et nous travaillons déjà depuis des années sur les risques terroristes. En fait, ils sont prêts, c'est ce qu'il a l'air de dire, Thierry Braillard. Est-ce qu'on est toujours assez près ? Moi, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'on nous explique d'un côté l'état d'urgence qui va être prolongé indéfiniment, parce qu'on ne voit pas bien à quel moment on va en sortir. Parce qu'en plus, si on en sort et qu'il se passe quelque chose, c'est terrible, parce que du coup, l'État, le gouvernement, en tous les cas, devient responsable. Et puis de l'autre, le secrétaire d'État nous a expliqué que tout était sous contrôle et qu'il n'y avait aucun problème. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'y voir. Le tournoi Destination, on espère que ce n'est pas une cible, mais effectivement, l'Euro, c'est un rassemblement. D'ailleurs, toute la question de l'Euro, c'est savoir est-ce que les supporters étrangers vont venir. Alors, parce que les Français, on est dans notre pays, donc c'est logique, c'est notre événement. Mais est-ce que les Allemands, les Suisses, les Belges, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, etc. En plus, il y a beaucoup de problèmes juridiques, Jérôme Cordelier, parce qu'au fond, ficher des supporters, même les plus ultras, ça pourrait poser des problèmes juridiques importants. À l'époque, ça avait été retoqué par le Conseil d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le problème du droit, si vous voulez, c'est que nous on débat, on peut, voilà, mais le problème du droit, c'est qu'il faut... avocat en plus. Voilà, non mais il faut être très précis. Et puis, c'est vrai, on en discutait avec Yves Bigot juste avant, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une loi
Encore une loi avec tous les textes qui arrivent, et puis on ne sait même pas s'ils arriveront au bout, puisque il va y avoir des changements en plus, gouvernement, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une loi pour s'attaquer à ce problème? Surtout dans un cadre d'état d'urgence. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas associer les supporters aux instances dirigeantes des clubs, Yves Bigot? Est-ce que c'est pas une bonne idée déjà, ce dialogue qu'il préconise, Thierry Braillard? C'est le cas à Marseille. Ils le sont déjà c'est partout. le cas au Mais le PSG, généralisé, il etc. disait qu'il voulait les associer de plus en plus et c'est institutionnaliser ça. Alors, c'est indispensable. Ce qui me paraît bien moins indispensable, effectivement, c'est de légiférer. Pourquoi est-ce qu'on veut légiférer en permanence? Et surtout, c'est ce qui fait que les Français, que ceux qui nous regardent, ne comprennent plus rien. On leur donne tout sans arrêt des lois, en plus la manière dont on le traite. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec un texte devant l'Assemblée, devant le Sénat, non, on fait un débat public en disant « mais ça va changer, alors si on a l'impression, on fait fuiter les trucs, on en discute, ah si ça va pas, on va changer, etc. » Mais donc, les Français qui travaillent toute la journée, quand ils rentrent chez eux, ou le matin quand ils se lèvent, ils lisent le journal ou ils vous regardent, Cyril, mais ils ne comprennent plus rien, ils sont totalement perdus. Ils se lèvent le matin, on leur explique un truc, ils vont se coucher le soir, c'est déjà l'inverse. En même temps, politiquement, on peut dire aussi que ça serait mal compris de gouverner par décret, puisqu'il y aurait l'état d'urgence plus gouvernement par décret, ça serait un petit peu Et difficile en même temps, on peut pour les comprendre libertés. que les gens qui travaillent beaucoup aient envie d'aller au stade et d'y aller en toute sécurité en famille. C'est vrai aussi. Donc, évidemment, mais je veux dire, c'est pas lié qu'au stade. Les gens ont envie aussi d'accompagner leurs enfants à l'école en toute sécurité, de prendre le train, l'avion, n'importe quel moyen de transport en toute sécurité. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas et la sécurité maximale est impossible. on va passer au deuxième thème. Enfin, c'est le premier qui avait été abordé d'ailleurs avec Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, qui était notre invité ce matin, qui est le remaniement, avec une absence de certitude de sa part d'être encore là dans quelques jours. Je crois qu'il n'est pas le seul. Oui, et avec un problème de parité aussi à régler à l'intérieur du gouvernement, à la fois parité politique, puisqu'il est membre des radicaux de gauche, vous le savez, mais aussi parité en termes de sexe, d'hommes et de femmes. Il n'y a pas de loi là-dessus. C'est normalement le Premier ministre et le Président de la République, c'est à leur discrétion. Enfin, il n'est pas assuré de rester. Ah, mais personne. Il n'est pas assuré de rester, oui, évidemment. Bon, il y a certains qui peuvent être assurés quand même, mais il y en a qui pèsent plus lourd que d'autres. Oui, et bien surprise, alors à propos de gens qui pèsent plus lourd que d'autres, il dit que Jean-Michel Baillet aurait sa place dans le gouvernement. Alors qu'on sait ça qu'il y a depuis longtemps, mais Il y a une radicale qui est sortie, on va dire. Oui. Donc voilà, si on parle d'équilibre. Voilà, si on parle d'équilibre politique. En même temps, alors la particularité de ce qui serait le gouvernement à venir, c'est que ça sera le dernier de ce quinquennat. Donc forcément, il est en ordre de bataille pour aller, peut-être, déjà s'il devait y avoir une primaire à gauche, déjà la primaire, en tous les cas la présidentielle. En plus, il a insisté, Thierry Braillard, en disant que les radicaux de gauche sont des partenaires loyaux des socialistes. Loyaux sur la réforme territoriale, ils n'étaient pas hyper loyaux dans cette maison, on le sait très bien quand même. Ils ont mis une pression quand même forte. Enfin, il a insisté là-dessus, lui, Oui, Braillard. bien sûr, on est dans la cuisine politique. Mais loyaux, enfin, quand on regarde précisément, je dirais pas ça. Quand même, la rumeur forte sur son Nicolas aliment, Hulot. Voilà. Grand ministère. Quand même. C'est-à-dire que si Nicolas Hulot devient numéro 2 du gouvernement... C'est plein d'espoir pour les gens de télévision, ça, Yves Bigot. Ah oui, ça prouve qu'on peut avoir un avenir. Non, mais en même temps, c'est Effectivement. un peu terrible, quoi, parce qu'à ce moment-là, on Pourquoi peut faire rentrer Omar Sy, Jean-Jacques Goldman. Bon, l'abbé Pierre, malheureusement, n'est plus là, mais sinon, il aurait pu venir. Ah, vous êtes dur, là. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention au syndrome. Nicolas Hulot, il a une vraie crédibilité et légitimité dans l'écologie. Il y a eu la COP21 mais ça n'a rien à voir. Mais c'est-à-dire que ministre, c'est un job, c'est un vrai job. Gérer une administration, on l'a bien vu avec Benjamin Millepied à l'Opéra. Surtout qu'on c'est-à-dire, dit on va numéro 2 du gouvernement, on parle de lui. Bien sûr, il faut faire attention au syndrome Benjamin Millepied pour le gouvernement. Alors avant de passer à la une du point, juste Yves Bigot, le TV5 Monde est une chaîne sportive. Ligue 1 de football, top 14 de rugby, Roland Garros, le Tour de France, les Jeux de Rio, partenaire du sport féminin aussi, c'est important. On a été les premiers quand Christine Kelly Comment a vous faites pour les lancé... droits en quelques secondes? C'est compliqué? C'est forcément compliqué, c'est très cher, mais nous, ce qu'on vend aux fédérations ou aux CIO quand on discute avec eux, c'est la promotion mondiale de leur sport. Et il y a encore des pays où, par exemple, la promotion du football, la promotion du rugby, la promotion des Jeux Olympiques dans un certain nombre de sports importants qui sont représentés aux Jeux Olympiques en Afrique, notamment, intéressent nos partenaires. C'est comme ça qu'on arrive. Et c'est bien pour les Français de l'étranger?
Ah ben, les Français de l'étranger, ils sont accros. Je peux vous dire, notre diffusion est suspendue depuis quelques semaines en Indonésie. Je peux vous dire que tous les Français qui sont en Indonésie sont désespérés de ne plus voir la Ligue 1. Il reste 30 secondes pour parler de la une du Point. La gauche Finkielkraut dans le Point, Jérôme Oui, Cordelier. c'est la gauche qu'incarne Manuel Valls. Hein, Et Valls contre les socialistes bien pensants. Exactement. Oui, On oui, passe c'est- de la social-démocratie au social-libéral. Bah, un petit peu. Alors après, c'est une question de sémantique, hein, si on peut dire. Hein. Mais non, l'idée, c'est qu'on a mis, bon, bah, c'est le côté la gauche qui surfe un peu sur le conservatisme, voilà, un peu. Je vais le dire le mot à voix basse, c'est un peu réactionnaire, quoi. Vous voyez. C'est une courant. antithèse en même temps. Voilà, exactement. Oui. Et je dois dire que dans le Point de cette semaine, il y a un super reportage sur Notre-Dame-des-Landes. On parle beaucoup de Calais actuellement, évidemment, et à raison, mais il y a aussi la ZAC de Notre-Dame-des-Landes, et on a un super reportage sur les riverains qui n'en peuvent plus. Merci des Jérôme zadistes. Cordelier, merci Yves Bigot d'être notre partenaire et d'être venu sur ce plateau. À bientôt. À bientôt, On se Cyril. retrouve demain Merci. à la même heure pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée.